Si je vous parle de Toyota, quelle est la première voiture qui vous vient en tête en entendant le nom de cette marque? Est-ce que c'est la Toyota Yaris de votre collègue de travail? Est-ce que c'est la Toyota Yaris en championnat du monde de WRC? Ou alors peut-être la voiture qui a gagné les 24 heures du Mans? Pour les fans de Formule 1, vous allez forcément me parler du partenariat avec Haas qui a été annoncé il y a quelques semaines pour les saisons 2024-2025 et pour l'avenir de l'écurie américaine. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Toyota en tant qu'écurie de Formule 1, un constructeur engagé dans notre championnat du monde. Toyota a effectué 8 saisons en Formule 1, a effectué 11 podiums, 3 pole positions sans jamais gagner la moindre course. Et pourtant, Toyota avait la voiture qui aurait dû gagner le championnat en 2010. Aujourd'hui, on va parler de la Toyota TF110, une voiture redoutable qui aurait pu exploser les records et qui n'a jamais pris la piste. Hop, attendez 2 secondes, juste avant. Alors, oui, Toyota aurait pu être champion en 2010, vous l'avez compris, vous allez le comprendre durant cette vidéo, mais Toyota, du coup, aurait pu filer ses pièces parce que Toyota n'a jamais fait rouler cette voiture et ils auraient pu les filer à Ovoco. Ovoco, d'ailleurs, qui est le sponsor de cette vidéo. Ovoco peut vous aider à trouver des pièces pour réparer ou modifier la voiture de vos rêves. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Ovoco, ce site vous permet de trouver des pièces détachées pour n'importe quel type de modèle, n'importe quelle voiture de n'importe quelle année et surtout Ovoco a des solutions bien plus intéressantes que les autres sites. Pour ceux qui cherchent des pièces détachées, Ovoco est clairement la solution qu'il vous faut. Déjà, ça vous évite d'aller chercher de partout sur n'importe quel site. Ovoco centralise énormément de références pour n'importe quelle pièce, de n'importe quel modèle, peu importe la voiture que vous avez. Ça vous évitera aussi d'aller chercher sur des sites un petit peu malveillants, des sites étrangers où vous n'allez pas forcément comprendre ce que vous allez acheter. Et puis pour ceux, bon, moi j'ai pas le permis. Oui, j'ai pas le permis, mais j'ai des potes qui font le tour des casses pour trouver des pièces détachées et c'est un enfer. Alors que Ovoco est une solution bien plus simple qui vous permettra directement de trouver ce que vous recherchez. Et puis au final, c'est un petit effort aussi pour l'écologie et c'est important parce qu'avec ces pièces détachées, vous leur donnez aussi une seconde vie. Ovoco peut trouver des pièces à travers l'Europe et ça, forcément, pour ceux qui sont à la recherche de pièces, c'est pas facile. Donc en gros, vous vous ferez livrer des pièces par des professionnels et des pièces de qualité à travers l'Europe. Et imaginons, si jamais vous n'êtes pas satisfait de la pièce que vous avez reçue, ça peut arriver, vous avez jusqu'à 14 jours pour vous faire rembourser. Vous avez 14 jours, sans aucune raison, vous pouvez demander un remboursement. Le lien sera dans la description si vous souhaitez du coup aller fouiller et trouver n'importe quelle référence qui pourrait vous intéresser pour des pièces détachées. Merci encore une fois à Ovoco de nous soutenir dans nos projets. Et puis à la fin de la vidéo, je vous invite quand même à aller faire un petit tour pour voir si, sait-on jamais, il n'y a pas un petit bout d'aileron qui traîne de la Toyota 2010. J'en dis pas plus, je vous laisse aller fouiller. Bon, vous connaissez tous la marque de voiture Toyota, voiture japonaise, mais aussi constructeur en sport automobile, que ce soit en rallye ou en endurance. Toyota a toujours été un constructeur ultra dominateur dans l'histoire du sport auto. L'histoire de Toyota en rallye a commencé en 1973 et puis 1985 pour l'endurance et depuis, Toyota a remporté de nombreuses courses mythiques, des championnats, que ce soit de WRC, des courses de 24 heures du Mans, des titres avec Ott Tanak ou Seb Ogier. Mais en l'an 2000, Toyota avait pris la décision d'arrêter toutes ces autres compétitions de sport automobile pour se lancer en Formule 1, la discipline reine du sport automobile, la vitrine pour n'importe quel constructeur de marque de voiture. L'objectif de Toyota était d'arriver en Formule 1 lors de la saison 2001, être la 12e écurie du plateau. La candidature avait été acceptée par la F1 et par la FIA. Malheureusement, Toyota a dû repousser cette arrivée à la saison 2002. L'écurie était tout simplement pas prête. Pour ça, ils ont dû payer de très grosses amendes. Toyota, du coup, décide de poser ses bagages en Allemagne. Toyota possède donc son usine, son propre châssis, son propre moteur. En Formule 1, bien évidemment, c'est toujours un plus d'avoir son propre moteur, n'est-ce pas Alpine? Et en 2002, Toyota se lance enfin et rejoint la grille de Formule 1 avec la TF102. Alors, petite anecdote, il a existé une TF101 pour la saison 2001, TF101 2001, TF102 2002. Vous avez deviné la TF103 2003. Mais sauf que cette TF101, au final, n'a jamais roulé en Grand Prix. Elle aura seulement servi au test de pré-saison de 2002. Elle aura servi à développer justement
justement cette TF102. C'est donc en 2002 que Toyota commence son aventure en Formule 1 avec Mika Salo et Alan McNish en tant que pilote, et la première saison de Toyota est un petit peu compliquée. Seulement une 10e place au classement constructeur, seulement 2 courses dans les points. Au vu du budget, au vu des infrastructures et les objectifs fixés par les patrons de Toyota, on est très loin de ce que Toyota espérait en Formule 1. Je rappelle quand même, à cette période, Toyota ne finit que 2 fois dans les points, il n'y a que le top 6 qui marque des points. Donc c'est quand même difficile sur une première saison d'arriver et d'être directement dans les points. Néanmoins, Toyota va réussir à progresser. En 2003 et en 2004, l'écurie va marquer de plus en plus de points, finir plus fréquemment dans les points et terminer pendant 2 saisons consécutives à la 8e position au classement constructeur. On est toujours très loin de ce que les dirigeants de Toyota espèrent, mais le progrès est présent et l'espoir commence petit à petit à naître du côté du constructeur japonais. L'attente aura valu la peine au final, vu qu'en 2005, Toyota réussit enfin à faire de gros résultats en Formule 1. Avec Jarno Trulli et Ralf Schumacher au volant, la TF105 est une bonne voiture qui leur permet d'être plusieurs fois sur les podiums pour les 2 pilotes et même de prendre une pole position au Grand Prix des États-Unis, ce fameux Grand Prix avec le scandale des pneus. Ça pourrait faire une très bonne vidéo si ça vous intéresse. Comme je vous l'ai dit, la progression est constante, Toyota fait de mieux en mieux et termine 4e au championnat constructeur de la saison 2005. C'est le meilleur résultat de l'histoire de Toyota en Formule 1 et il manque encore ce petit truc pour aller chercher une victoire face aux Ferrari, McLaren ou bien même Renault. Malheureusement pour Toyota, 2006 ne va pas être une meilleure saison parce que la performance est toujours présente, mais Toyota va avoir de gros problèmes de fiabilité. Donc on va jongler entre les abandons et les podiums et Toyota va terminer 6e au classement constructeur et la saison 2007 et saison 2008 malheureusement sera pas très différente de la 2006. Toyota va réussir à monter sur le podium de temps en temps, Timo Glock va remplacer Ralf Schumacher et l'écurie japonaise va osciller entre la 5e et 6e place du classement constructeur. Il y a une sorte de plafond de verre au final chez Toyota qui fait qu'on n'arrive pas à aller chercher cette première victoire. On plafonne sur des podiums, on plafonne autour de la 5e ou 6e place au constructeur, mais la saison 2009 arrive et elle arrive avec un nouveau règlement. Toyota compte bien profiter de ce règlement pour aller chercher sa première victoire en Formule 1. Ah, la saison 2009, ces voitures. Est-ce que vous vous souvenez des voitures de 2009? Ces voitures bien hautes, bien fines, bien pas jolies. Ouah, c'est laid! La saison 2009 arrive avec un nouveau règlement technique et forcément un nouveau règlement technique, c'est l'opportunité pour quasiment toutes les équipes de trouver une faille dans ce règlement pour être plus performants que les autres. Cette saison, elle est marquée par l'arrivée du double diffuseur. C'est l'arme fatale que Brawn GP a utilisée pendant une grande partie de la saison pour remporter les 2 titres, mais au final Brawn GP n'était pas la seule écurie à avoir ce double diffuseur. Toyota et Williams l'avaient aussi, ça marchait pas aussi bien que Brawn GP certes, mais du coup Toyota réalise un début de saison 2009 exceptionnel. Sur les 2 premières courses, les 2 Toyota terminent 3e et 4e à 2 reprises. La Toyota part en pole avec Jarno Trulli à Bahreïn. Bref, c'est le début de saison idéal. Toyota a enfin atteint ses objectifs. Toyota devient une top team, semble être bien placé pour aller chercher une victoire. Maintenant, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à le faire. Malheureusement pour Toyota, la deuxième partie de saison en 2009 ne va pas très bien se passer. Et ça pour 2 raisons. La première, c'est la crise financière de 2008 qui ne va pas épargner Toyota et globalement tout le marché de l'automobile. Toyota ne va pas pouvoir disposer de son budget comme prévu et ne va pas pouvoir développer la TF109 comme elle l'aurait souhaité. La deuxième problématique, c'est que Toyota, au vu du budget et de la situation de l'écurie, va décider de sacrifier la fin de 2009 pour tout dépenser sur la saison 2010, la TF110. C'est difficile pour Toyota de développer 2 voitures en même temps et du coup on laisse un petit peu tomber le projet de 2009. Quasiment toutes les équipes avaient réussi à développer ce double diffuseur, Toyota avait perdu son avance et tous les espoirs étaient tournés vers la saison 2010 et cette nouvelle monoplace. Bon, malgré ça, Toyota va quand même finir la saison avec 2 podiums, une 2e place pour Timo Glock à Singapour et une 2e place pour Jarno Trulli lors du Grand Prix du Japon. Mais malheureusement, Toyota ne termine que 5e au classement constructeur. C'est le 2e meilleur résultat au classement constructeur dans l'histoire de Toyota en Formule 1, derrière la saison 2005. Mais tranquille, les dirigeants sont confiants, les ingénieurs sont confiants, les yeux rivés sur la saison 2010 et l'objectif est net. La première victoire de Toyota arrivera en 2010. Eh ben non, je
t'ai menti. Non, Toyota gagnera pas en 2010. Toyota roulera même pas, en fait, en 2010 au final. Après le Grand Prix d'Abu Dhabi, les dirigeants de Toyota vont décider de se retirer du sport pour se concentrer sur, au final, l'activité principale de Toyota, qui est la vente de voitures. Je vous l'ai dit, hein, la crise financière a coûté quasiment 5 milliards de dollars à Toyota, donc il n'y avait aucun monde où Toyota allait continuer en Formule 1, et donc les ingénieurs, les mécaniciens, les pilotes, le staff sont libérés et vont être dispatchés dans des écuries de pointe comme McLaren, Ferrari ou bien même Red Bull. Malgré tout ça, Toyota avait tellement d'avance sur son projet en 2010 que Toyota a quand même pondu 2 châssis de la TF110, c'est-à-dire que on avait les 2 F1 qui étaient prêts à rouler en 2010. D'après les dires de Timo Glock, pilote pour Toyota, et de ses créateurs, cette voiture était extrêmement performante. Mais quand je vous dis extrêmement performante, c'est que cette voiture aurait dû se battre pour le titre avec Red Bull, Ferrari et McLaren lors de la saison 2010. Petit rappel, saison 2010, on a une bataille avec 4 pilotes, on a une bataille avec 3 écuries pour le titre, Red Bull avec Vettel Weber, on avait Ferrari avec Alonso, McLaren avec Button et Hamilton. Normalement, dans cette bataille, ça aurait dû être une bataille à 4 avec Timo Glock et Jarno Trulli et Toyota. Malheureusement, on n'a jamais eu cette bataille. Laissez-moi vous expliquer pourquoi Toyota aurait dû avoir une des meilleures voitures sur cette saison 2010. Et vous allez voir que c'est un peu drôle, pas trop du coup pour les patrons de Toyota. La TF110 a été conçue sous la direction d'un ingénieur français, Pascal Vasselon, et cette voiture est considérée comme un concept extrême d'un point de vue aérodynamique. Alors cette voiture déjà, elle possédait un double diffuseur, mais un double diffuseur extrême, poussé au maximum du concept. Ce double diffuseur, il va être récupéré par Ferrari en 2010. Voilà, parce que Ferrari a recruté Giuseppe Azzolini, qui était le directeur et le responsable de ce double diffuseur chez Toyota. Deuxième chose avec cette voiture, c'est l'aileron avant. Le museau et l'aileron étaient beaucoup plus hauts que les autres voitures. C'est un concept qui a tenté d'être copié par d'autres équipes comme BMW Sauber et qui n'a jamais fonctionné sur d'autres voitures. Troisième chose, au niveau des suspensions, Toyota avait ramené une innovation avec des inerteurs. Alors, c'est le même principe que les J-Damper, et là, je sais que je vous ai quasiment tous perdu avec ces deux mots. En gros, en 2005, Renault et McLaren avaient une technologie sur les suspensions qui permettait de mieux travailler sur la charge effectuée sur les suspensions et qui permettait d'avoir des suspensions moins rigides, qui permettaient des meilleurs réglages à la voiture, une plus grande fenêtre d'utilisation. Bref, c'est un terme technique en Formule 1. Et pour combler tout ça, au moment où Toyota décide d'arrêter son développement de la TF110, décide d'arrêter de développer ses voitures, Toyota était sur le point de sortir un blown diffuser. Alors un diffuseur soufflé en français, c'est la technologie que Red Bull a ramenée en 2010 et ce qui a rendu la Red Bull ultra performante en 2010. Voilà, je vous le dis, Toyota avait tout prévu. Toyota avait prévu toutes les améliorations que tout le monde a développées et il les avait avant tout le monde. Selon les ingénieurs de Toyota, c'est simple, la TF110 avait de base 20 à 30 points aérodynamiques de plus que le projet fixé. C'est énorme. En Formule 1, on parle de 5 à 10, peut-être 15 points. 30 points, c'est pépite. Histoire de couronner le tout et de vous convaincre une dernière fois sur ce que je suis en train de vous dire, c'est que tous les ingénieurs qui sont partis dans des écuries de pointe, que ce soit McLaren, Ferrari ou même Red Bull ou d'autres écuries, n'ont pas retrouvé le même niveau de performance sur les projets dans lesquels ils ont été intégrés. C'est-à-dire qu'on n'a jamais retrouvé la même quantité d'appui, on n'a jamais retrouvé les mêmes résultats que Toyota avait au simulateur. Personne n'aurait pu matcher avec Toyota sur cette saison 2010. Et imaginez à ça le blown diffuser que Red Bull a ramené en cours de saison. Encore une fois, Toyota a probablement raté sa plus grosse chance d'être championne du monde en Formule 1. Bon, malheureusement, on ne le saura jamais, hein, voilà, cette voiture n'a pas roulé en Formule 1. Plusieurs entreprises ont tenté de racheter ces deux châssis, dont Stéphane Grandprix, vous ne devez pas connaître, mais voilà, ils avaient tenté de rentrer en Formule 1 en rachetant les voitures de Toyota. La candidature a été refusée parce que le projet ne tenait pas debout. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait deux châssis du coup de cette TF110. Le premier, il a été utilisé. Il a été peint en rouge et il a été utilisé aux couleurs de Stéphane Grandprix pour faire une sorte de démonstration, un shakedown sur le parking de l'usine de Toyota. Cette même voiture, elle a été réutilisée pour le pot de départ de John Howett, qui était le directeur de Toyota. Spoiler, ils l'ont abîmé contre un mur. Voilà. Et la deuxième TF110, et ça par contre c'est beau, elle est encore neuve, elle est brute, elle n'a jamais été peinte, elle est noire, toute carbone, et cette voiture est exposée tout simplement dans le hall d'entrée de l'usine Toyota à Cologne. Cette voiture, c'est un petit peu un symbole, un hommage, elle est là, elle n'a jamais roulé, elle n'a jamais été démarrée, et n'a jamais pris la piste. En vrai, quand tu y penses, c'est quand même terrible de se dire que tous les matins, les mecs passent devant une voiture qui potentiellement aurait pu gagner en Formule 1, aurait pu faire de très très belles courses, et peut-être aurait même pu remporter un titre de champion du monde de Formule 1.
Bon, Toyota, maintenant, on en parle forcément avec le retour de Haas en tant que partenaire technique. J'ai hâte, honnêtement, de voir ce que cette collaboration va amener aussi bien à Haas d'un point de vue performance que dans l'avenir pour Toyota. Est-ce que Toyota, d'ici une dizaine d'années, pourrait espérer revenir en Formule 1? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, après l'arrêt de Toyota en Formule 1, Toyota est revenu en endurance. Et puis bon, depuis, la domination en LMP1, en hypercar, tout ça, les 24 heures du Mans, Toyota a absolument tout détruit sur son passage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais envie de vous raconter un petit peu cette histoire. Il y a plein de petits secrets cachés comme ça dans l'histoire de la Formule 1 et j'aimerais bien vous en faire d'autres. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur cette vidéo, me parler pourquoi pas d'un sujet qui pourrait vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager cette vidéo et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao ciao.